Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Stop Killing Us, le podcast consacré aux violences policières aux États-Unis. Le racisme en tant que système s'appuie sur des mécanismes de déshumanisation qui se manifestent dans la vie sociale. Les individus sont plus ou moins empathiques selon l'appartenance raciale, de genre, d'âge, de religion, ou font des associations d'idées implicites, par exemple. Ces processus de déshumanisation contribuent à expliquer les violences policières. Quand Darren Wilson déclare lors de sa déposition que Michael Brown lui était apparu surgir sur lui tel un démon, ou quand Timothy Laman décide en une fraction de seconde de tirer sur Tamir Rice, qui a 12 ans et joue avec un pistolet en plastique dans un parc, c'est parce que ces policiers ont des préjugés sur les garçons noirs. Ces stéréotypes raciaux sont en grande partie produits et diffusés par les médias et l'industrie culturelle. Nous allons donc voir comment les médias contribuent à la banalisation et à l'intériorisation des représentations racistes. D'ailleurs, les activistes de Black Lives Matter ne s'y trompent pas et sont fortement engagés dans la réappropriation des discours sur soi et la promotion des représentations inclusives. Depuis le meurtre de Trayvon Martin en 2012, et surtout depuis celui de Michael Brown en 2014, les médias, papier, télévision, web, se sont émus et ont accordé une attention inédite au meurtre d'hommes noirs. Pourtant, loin de refléter la réalité, ces derniers jouent un rôle important dans l'intériorisation des préjugés et des représentations racistes inconscients. De nombreuses études ont montré que la figure du noir criminel et violent est renforcée par les médias et presque toutes les recherches universitaires sérieuses révèlent des préjugés constants contre les Africains-Américains, tant dans la couverture de crimes que plus généralement. Concrètement, par exemple, 3 mois d'études des programmes de 4 chaînes d'information en continu à New York ont montré que la couverture médiatique surreprésente les Noirs suspects de crimes et de délits. Sur ces chaînes, 74% des suspects dans des affaires de meurtre sont noirs, ainsi que 84% des suspects de vol et 73% des suspects d'agression, alors que les chiffres de la police oscillent entre 49 et 55%. Et on le précise, mais les chiffres de la police reflètent déjà eux-mêmes des préjugés racistes. Une autre étude portant sur la télévision à Chicago a montré que les accusés noirs étaient plus souvent illustrés par une photo prise par la police, un mugshot, que par une photo personnelle. Ils sont aussi plus souvent représentés menottés, contraints par la police ou dans des situations de soumission ou de violence. Pour les suspects blancs en revanche, les médias ont plus souvent recours à une photo personnelle, en famille par exemple. Et ceci n'est pas anodin car, évidemment, cela les humanise, permet de s'identifier à eux et de susciter de l'empathie, alors que, pour les Noirs, le réflexe est celui de la mise à distance. Professeur de communication à l'Université d'Arizona, Dana Mastro et ses collègues sont formels. Les analyses des informations télévisées indiquent systématiquement une surreprésentation des hommes noirs en tant que coupables et une sous-représentation en tant que victimes. L'exposition à des messages stéréotypés a des conséquences. Consommer des informations où les Noirs sont systématiquement surreprésentés dans des affaires criminelles renforce l'association cognitive entre Noirs et criminalité. Et cela influence les attitudes raciales des Blancs, mais aussi des policiers. Selon les criminologues Lindemann et ses collègues, le traitement médiatique des faits divers particulièrement exceptionnels permet aux médias d'en diaboliser les auteurs et de les rendre tuables par la police dans une logique du « lui ou moi ». Même dans le cas extrême des disparitions d'enfants, les médias minimisent le nombre de victimes noires. Pourtant, on estime que 37% des enfants qui disparaissent sont noirs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Missing White Girl, la petite fille blanche disparue. Le raccourci implicite est souvent que la disparition de la petite fille blanche est inquiétante car elle est probablement aux mains d'un prédateur dangereux, tandis que l'enfant noir a probablement fait une fugue. Ces stéréotypes sont une manifestation cruelle de la différence de valeur entre les enfants blancs et noirs. Même quand les Noirs sont les victimes, leur représentation est problématique. Mentionner le casier judiciaire ou des faits sans relation, criminaliser la victime par tous les moyens et ainsi dédouaner en partie les auteurs du crime, tout cela pose problème. Un peu comme quand les médias passent par la description de la tenue d'une femme pour évoquer qu'elle a été violée. En 2014, ce problème avait d'ailleurs été popularisé sur Twitter par le hashtag If They Gun Me Down, si on me tue. C'est une critique vis-à-vis de la première photo de Michael Brown qui avait circulé. Il était photographié en contre-plongée, paraissant donc bien plus grand, et sa posture et le contexte faisaient appel à un imaginaire urbain et des gangs, alors qu'il n'avait évidemment aucun lien avec un gang. La télévision n'a pas le monopole en matière de traitement inégal de ces sujets, et dans l'affaire Michael Brown, c'est une une du New York Times qui a particulièrement fait polémique.
Le 25 août, le quotidien publie à la une 2 portraits parallèles de Michael Brown et de Darren Wilson. Mettre sur le même plan la nécrologie d'une victime et le portrait du meurtrier était déjà en soi assez choquant. Mais ce que contenaient les portraits était encore plus problématique. Sur la base d'interviews, le portrait de Michael Brown indiquait, entre autres, qu'il vivait dans un quartier difficile, qu'il avait déjà essayé drogue et alcool, qu'il avait déjà eu une bagarre avec un voisin, que sa mère avait été obligée de se rendre à son école avec le ticket de caisse d'un iPod, qu'il était accusé d'avoir volé et que, récemment, il s'était mis à rapper et à écrire des textes vulgaires. Tous ces éléments factuels, personnels, incitaient le lecteur à penser que ce garçon n'était pas un ange, selon les termes du titre initial, comme si cela pouvait avoir quelconque rapport avec le fait qu'il ait été tué. Sa description de petit garçon n'apportait pas d'éléments plus convaincants, mais le pouvoir de suggestion implicite de ces anecdotes était puissant. En parallèle, le portrait de Darren Wilson le présentait comme un homme sans histoire, ayant eu quelques passages difficiles au début de sa vie et de sa carrière. En fait, adolescent, Wilson avait évolué dans un environnement chaotique et avait eu une enfance troublée, sa mère avait eu des ennuis avec la justice et même été condamnée pour escroquerie. En tant qu'agent de police, il avait débuté dans un département tellement raciste et corrompu que celui-ci avait tout simplement été fermé. Pour le New York Times donc, Darren Wilson n'était qu'un officier discret au début perturbé, contrairement à sa victime, Michael Brown, qui lui n'était pas un ange. Cet exemple illustre parfaitement comment le traitement inégal des Noirs et des Blancs, le racisme systémique et le privilège blanc se manifestent au quotidien dans la presse et les médias. On pourrait encore multiplier les exemples et les supports pour illustrer la manière dont on construit un lien implicite mais systématique entre noir et violence, noir et criminalité. Une étude a montré par exemple que les documentaires tournés en prison et maison d'arrêt se concentrent sur des phénomènes relativement anecdotiques, détenus violents, gangs, rébellions, en total décalage avec la platitude des activités de la majorité des détenus. Lecture, télévision, exercice physique. L'omniprésence de la violence à la télévision, la représentation fréquente des personnages noirs caricaturaux et la récurrence d'images de corps noirs maltraités habituent le public à la violence, à la souffrance et à la dévaluation. Ces images ont une résonance particulièrement violente dans l'histoire américaine puisque les corps des victimes de lynchage étaient souvent exposés au public comme des trophées ou des avertissements, parfois même dans des ambiances de fêtes de village, à la suite desquelles les Américains blancs s'envoyaient des cartes postales reproduisant ces scènes tragiques. On comprend donc d'autant mieux l'effroi et l'émotion des habitants de Ferguson à la vue du corps de Michael Brown, qui est resté exposé, baignant dans son sang, plus de 4 heures au soleil. La psychanalyste Dionne Powell confirme ce parallèle. Bien que les lynchages publics ne se produisent plus, les grands médias offrent quasi quotidiennement une suite de corps noirs morts à regarder. L'image du corps sans vie de Michael Brown, instantanément diffusée dans le monde entier, est analogue aux lynchages historiques en termes de peur et de terreur qu'elle génère. C'est donc ainsi, et par de nombreux autres mécanismes, que les esprits sont entraînés à faire des distinctions de valeur entre les individus selon leur appartenance raciale, réelle ou supposée, et à établir des corrélations inconscientes entre noir et crime, noir et violence, noir et danger.